Abdrahman, parce que justement, il y a la lecture qu'on peut avoir, cette problématique de pensée et réécrire de l'Afrique dans la dimension culturelle, artistique et politique, historique, et la dimension économique, même si on peut avoir un point de vue relatif sur ce que le marxisme a produit. Il y a quand même un élément que révèle le marxisme, mais c'est parce que en réalité, c'est que les relations, ce sont des rapports sociaux de production. Je crois que ça c'est important. Donc, on revient vraiment à ça. Et donc, le fait d'avoir la clé de lecture économique nous donne encore des leviers de compréhension dans des choses aussi complexes qu'elles le sont. Et on a bien vu des exemples concrets sur les APE qui sont aujourd'hui contemporains, sur la question du CFA. Moi, je suis très content parce qu'à ce moment, on avait eu des débats sur le CFA, on n'était pas sur le d'accord, parce que c'est intéressant aussi de voir comment les choses aussi évoluent, parce que même moi, je faisais aussi partie de ceux qui avaient un point de vue sur cette question. Notre frère Balek, en tant que... Je reviens vers les littérateurs, les écrivains, mais pas que, parce que ceux qui écrivent, c'est aussi les penseurs du monde, les penseurs de la politique, ils nous rendent compte à la fois de nos rêves, de nos réalités. Donc, sur cette affaire de penser et écrire l'Afrique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Les idées avancées par notre frère, monsieur Abdrahman, particulièrement aussi, j'aurais bien voulu savoir beaucoup plus sur ce rapport et sur les idées qu'il avance, que je sens que j'épouse tout à fait, sans bien comprendre tous les mécanismes de pensée qu'il y a derrière. Et je crois que c'est très engageant ce qu'il dit. Et parce que je pense qu'en Afrique est venu le temps de la rupture, est venu le temps des interrogations, est venu le temps du refus du mimétisme. Parce qu'il il est clair que ce mimétisme n'amène nulle part. Et ce mimétisme ne se trouve pas seulement dans l'économie, il se trouve dans la culture, il se trouve quand on écrit. Quand on chante, quand on crée. Et je pense que l'Afrique va se retrouver en retrouvant son originalité, et son originalité première. Et son originalité première, il faut qu'elle s'imprègne de ce qu'elle est au fond. Avant d'avancer, il faut qu'on connaisse ce qu'on a au fond. Il faut que l'intellectuel, par exemple, Dakarois, puisse bien comprendre le monde paysan, comprendre son langage. Moi, j'ai vécu dans une certaine bulle pendant longtemps. J'ai vécu à Nouakchott, une famille de fonctionnaires à l'étranger, 2 oncles qui étaient ont voyagé. J'ai eu une jeunesse complètement coupée. Et pendant plus de 4 ans, j'étais complètement coupé de ce qu'il y a. Et puis, je me suis revenu il y a quelques années à l'occasion d'un festival. Et j'ai découvert des choses passionnantes chez moi, dans mon vieux terroir. Et là, j'ai commencé à créer, je me suis mis à créer une association culturelle pour faire revivre des arts traditionnels. Et je vous donne un exemple. Nous avons une musique qui était complètement considérée comme une musique de second rang. Et ne faisait pas bon temps pour quelqu'un de sérieux d'en parler, de l'aimer. Cette musique s'appelle une musique de Bandje. C'est quoi Bandje, c'est quoi? C'est la musique des anciens esclaves. C'est la musique que les esclaves chantaient le soir. C'est une musique aux paroles primaires mais très fortes, qui appelle Dieu. C'est une musique religieuse. C'est aussi elle est accompagnée avec du medh. Le medh, c'est le wusm du prophète. Et moi, j'ai découvert cette musique un peu tard parce que je suis bien mauritanien, je suis fils, mais je n'ai jamais été imprégné de cette musique. Et la culture dominante, qui est la culture de ma famille, a fait que j'ai toujours jeté un regard plus ou moins, peut-être un tout petit compréhensif, mais au fond dédaigneux, sans vraiment l'approcher. Et quand j'ai approché cette musique, j'ai trouvé que c'est formidable. Et j'ai créé un festival pour cette musique-là. Et de festival en plus, c'est la musique aujourd'hui la plus présente à la télévision mauritanienne. Parce qu'elle est la plus demandée. C'est normal parce qu'elle est la musique la plus populaire. C'est
C'est cette réapparition de notre culture que je veux savoir. Et c'est pourquoi quand on écrit, moi j'écris pas dans ma langue maternelle, j'écris en français. Mais je crois que j'écris avec les mots de mon enfance, avec la poésie de mon enfance, avec les racines de mon enfance. Et j'écris sur mon pays, sur ce que vivent les gens et sur sa culture. J'aime beaucoup. Et c'est tellement fort, j'aime beaucoup être en France, mais je n'écrirai jamais un roman où on parlerait de Paris ni de Bordeaux. Jamais. Il y a assez de gens déjà qui parlent de Paris, de Bordeaux. Mais je parlerai peut-être de Walata, de Chinguitti, d'Attar, de Goulimine. C'est toute ville où il y a mon histoire familiale et sociale. Mais je pense qu'en même temps, j'écris en français et parfois j'en ai un peu honte parce que je sais que les petits Mauritaniens, les petits Bédouins ne savent pas me lire. J'ai honte parce que je leur raconte dans une langue qui n'est pas la sienne. Mais je n'y peux rien, c'est la seule langue que je maîtrise. Et j'essaye autant que possible de la raconter, lui, les Bédouins. Elle, la petite Bédouine qui se révolte contre la tribu. Eux, les petits rien du tout. Voilà, je veux parler de mon pays dans une langue qui n'est pas celle de mon pays. Mais je veux parler de mon pays aux autres et peut-être ça reviendra. Et c'est pourquoi il est très important pour moi de voir une véritable révalorisation des cultures africaines et des langues africaines. Aujourd'hui, je parlais avec mon ami qui parlait beaucoup de francophonie comme ferment d'unité entre Africains. Moi, je dis parfois que, voilà, j'écris en français. Je ne suis pas francophone. Pourquoi je ne suis pas francophone? Parce que je ne parle pas français dans ma maison, je ne parle pas français avec ma femme, je ne parle pas français avec la majeure partie de mes amis. Je parle français, disons, 1 heure, 2 heures par jour. Le reste du temps, je parle avec mes amis. On parle dans notre langue maternelle, on ne parle pas en français. C'est pourquoi j'aime bien me faire appeler que je suis franco-scribe. Parce que j'écris en français, bien que j'aime beaucoup cette langue. C'est une langue que j'adore, que j'adore petit, et que j'ai hérité de mon père qui était instituteur francophone et qui aimait beaucoup la langue. Mais je pense que l'essentiel de notre effort doit de faire de rivaliser. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver. Et c'est comme ça qu'on retrouvera les autres. Et c'est comme ça qu'on construit l'Afrique. Je ne peux pas... il est difficile. Je peux pas... Je l'aime bien. Mais je ne peux pas me sentir un avec les Bissau-Guinéens si je ne connais rien de sa culture. C'est naturel. Et je crois que le rapprochement, c'est aussi le rapprochement de la culture. C'est beaucoup d'échanges culturels, ici ou ailleurs. C'est beaucoup de... Moi, j'étais quelques jours, il y a j'étais dans un... J'ai retrouvé j'étais à Bamako, de la rentrée littéraire africaine. Et j'étais avec 2 Africains qui venaient chacun d'un pays. Et ils avaient découvert qu'ils parlaient la même langue. Ils l'avaient découvert là-bas, qu'ils pouvaient communiquer sans passer par le français. Oui, ça m'a véritablement... J'en avais dessus la tête parce qu'ils ne faisaient que parler dans une langue que je ne connais pas. Et je protestais un peu à la fin. Mais c'est ça, je crois, l'Afrique. Il est bon de se connaître, il est bon d'échanger. Et il est bon de refuser certains préjugés que nous a imposés, par exemple, l'Occident. Oui, je sais, les préjugés, nous avons des préjugés. Le Sénégal, c'est un pays colonialiste, tout le monde le sait. Voilà, c'est ce genre de préjugés que nous avons. J'ai un grand-père marocain, j'ai une grand-mère malienne. Donc, je suis mauritanien. C'est pourquoi, d'ailleurs, je suis mauritanien. Donc, je suis fortement métissé. Je ne sens pas seulement ces problèmes c'est pourquoi je ne sens pas ces problèmes de race. Je ne sais pas les sentir. Je me dis que l'homme est l'homme partout. Et j'ai dit que quand on creuse un peu, le pigment, on trouvera pas toujours l'homme. Et je crois que le problème de l'Afrique, c'est pas
Ce n'est pas seulement le racisme, parce que les Africains sont aussi parfois racistes entre eux. Le problème de l'Afrique, c'est, bien sûr, il y a l'histoire qui pèse, mais aussi il y a le problème d'Afrique, c'est une grande partie de l'Afrique. Ça, je le pense fortement. Et parce que, une grande partie de l'Afrique, parce qu'il faut penser... J'ai bien beaucoup aimé de notre ami de Paris, parce que lui, il pense Afrique. J'ai beaucoup aimé son exposé économique, bien que ça soit très, très savant, très beau, mais il pense l'Afrique. Il dit qu'il faut que nous pensions à nous, à nos intérêts, à nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter les autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit les haïr. Ça ne veut pas dire qu'il y a complémentarité. Mais il ne faut pas... Et il a dit un beau mot, il n'y a pas de protocole. On ne fait pas de protocole. On va faire juste ce qu'ils font chez eux. On va faire comme eux. On ne va pas faire ce qu'ils disent, on va faire ce qu'ils font chez eux pour préparer. Et je pense que sur le plan culturel, l'Afrique doit aussi se protéger et conquérir, tout en respectant toutes les cultures du monde, parce qu'à la fin du monde, parce qu'à la fin, toutes les cultures